Yann, s'il vous plaît. Merci. Donc on peut démarrer là, c'est bon? Ok, donc très bien. Donc est-ce que donc on va démarrer juste un petit test pour voir si tout est ok. Est-ce que une des personnes qui est connectée peut nous dire si vous nous entendez? Donc vous pouvez taper sur votre ordinateur la réponse. Très bien. Très bien pour ce qui est d'Agnès. Marine aussi, merci beaucoup. Ok. Très bien. Donc on va pas tarder à démarrer puisqu'il est 19h58. Donc on démarrera vraiment la conférence à pile poil à 20h. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette vidéoconférence. Probablement nous serons rejoints par d'autres personnes en cours, c'est pas un souci. Donc vous avez compris que la conférence dure 1 heure, donc jusqu'à 21h. Pendant ce temps, donc, vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit. Nous prendrons ces questions soit au fur et à mesure, soit au moment opportun par rapport à ce qui... Parce que si la question est posée, je sais que dans la conférence, on va y répondre, je ne la prendrai pas forcément tout de suite. Mais n'hésitez pas à communiquer vos questions. Et puis si par hasard on prenait pas certaines, on répondrait éventuellement après coup sur la question qui sera posée, le temps que nos intervenants puissent récupérer toutes les infos. Donc voilà. On va donc attendre pile poil le 20h et puis on donnera le top départ. On se présentera à ce moment-là. Bah, restez là si vous voulez. Il va dire que je fais autre chose à faire, je sais pas. Écoutez, il est 20h, donc on va démarrer. Donc, bon, pour ceux qui suivent déjà les conférences, les webconférences, peut-être certains me connaissent déjà. Sinon, donc, je suis médecin gestionnaire de risque à la prévention médicale et donc j'anime ces conférences sur le web. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France. Donc nous sommes accueillis par le CIMU Santé dans les Hauts-de-France. Bienvenue, voilà. Et la conférence va donc avoir pour thème la télémédecine. Pourquoi? Parce que dans les Hauts-de-France, vous avez un actif sur ce sujet. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc on est 3 ce soir. Donc je commence par Monsieur Roquet. Oui, bonjour, Ronan Roquet, responsable des systèmes d'information à l'URPS Médecins Hauts-de-France. Et donc Madame Amirati. Christine Amirati, moi je suis prof de médecine d'urgence. Je suis chef de pôle du SAMU, SMUR Urgence du CHU d'Amiens. Et nous travaillons en télémédecine depuis un certain nombre d'années, la régulation médicale en étant un exemple. Bien, donc on va démarrer cette conférence. Donc le sujet est intéressant puisqu'il est quand même très moderne, on va dire. Vous savez qu'on avait, dans les conférences précédentes, on avait parlé de la e-santé, donc ça, on est quand même sur quelque chose qui est un peu en lien. On s'intéresse plus particulièrement au risque aujourd'hui dans notre webconférence, mais on va donc balayer un petit peu ce que c'est que cette télémédecine, en quoi ça consiste, un peu les enjeux, la réglementation, tout ça, et puis aussi éventuellement comprendre pourquoi aujourd'hui ça prend son essor, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer, et donc quels sont les risques. Donc écoutez, donc on peut peut-être commencer par nous définir un petit peu ce que c'est que la télémédecine et puis un peu le contexte. Tout à fait. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de télémédecine ? La définition formelle est de dire que la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance, utilisant des technologies de l'information et mettant en relation un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé, dans le but d'établir un diagnostic, de permettre un suivi des patients, de pouvoir obtenir des avis spécialisés, de prescrire des produits ou d'effectuer une surveillance sur l'état des patients. Donc on a un contexte de l'e-santé en fait. Hein. Tout à fait. La télémédecine en fait s'inscrit plus globalement dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication et de manière un peu plus spécifique dans le champ de la télésanté. Pourquoi cela? La télémédecine en réalité est une part de la télésanté, la part clinique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'activité spécifiquement médicale.
Alors, il y a des défis qui pointent leur nez là, par rapport à ça et qui sont assez nombreux en fait. Tout à fait. Pour la e-santé, plusieurs défis. Le défi de l'efficience, 11% du PIB qui est consacré aux dépenses de santé. Un défi sur la qualité des soins, puisqu'on sait qu'entre 100 000 et 150 000 hospitalisations par an pourraient être évitables. Un défi de l'accès aux soins pour tous, avec un besoin de couverture homogène du territoire. C'est le cas en particulier dans notre territoire qui, en matière de démographie médicale, se veut assez faible, comme le dira ma collègue un peu plus tard. Un défi également en matière de prévention, puisque l'utilisation des nouvelles technologies doit permettre d'avancer sur des nouveaux services, comme des services d'éducation thérapeutique, comme des services d'auto-suivi des patients. Un défi également de partage et d'optimisation de la connaissance, puisque la e-santé doit permettre de faciliter les coopérations et les échanges entre les professionnels de santé. Donc on a vraiment un problème de... Là, c'est moi le sujet, c'est quand même la couverture territoriale au niveau sanitaire aujourd'hui. Tout à fait. Donc avec les déserts médicaux dont on parlera un petit peu plus tard, et puis l'essor de ces nouvelles technologies qui finalement sont aussi très proches de nouvelles générations. Aussi. C'est ça. Et la télémédecine vise en fait à répondre aux attentes de 3 types d'acteurs. Les attentes des patients d'une part, pour leur permettre d'avoir une prise en charge adaptée et de réduire les coûts de prise en charge, de diminuer les délais et la fréquence des durées d'hospitalisation, d'éviter également des déplacements qui peuvent parfois être inutiles pour des patients qui peuvent habiter assez loin de certains établissements ou être assez loin de certains pôles d'expertise. Pour les professionnels de santé, des avantages également à cette télémédecine. Faciliter la coordination entre les acteurs du premier et du second recours, permettre l'évolution de nouvelles compétences pour les professionnels demandeurs, qu'ils soient médecins généralistes, qu'ils soient également infirmiers, mais également faciliter les échanges de manière un peu plus interactionnelle et sécurisant entre les professionnels. On sait par exemple qu'il y a toujours eu des échanges informels, notamment via l'envoi de texto à un dermatologue pour demander un avis sur une plaie. Cela a été toujours fait de manière informelle et non sécurisée. Le cadre de la télémédecine permet d'officialiser et de rendre sécurisant l'ensemble de ces échanges. Enfin, pour les pouvoirs publics, c'est un levier d'optimisation pour l'organisation des soins. Ça permet de maintenir des présences de dispositifs sanitaires sur les territoires et ça doit être à terme un levier pour permettre de diminuer les dépenses de santé. Alors, on pense que c'est très nouveau, mais en fait, ça a démarré il y a déjà un moment. Tout à fait. On peut observer, quand on regarde l'historique de la télémédecine, qu'il y a déjà eu plusieurs précédents. L'invention du télégraphe et de la téléphonie dans les années 1800. La première pratique officielle de la télémédecine a eu lieu en 1920. C'était avec l'utilisation de la radiophonie. Ensuite, plusieurs évolutions importantes. La première consultation en psychiatrie qui a eu lieu en 1959. La création du 15 pour la régulation médicale en 1979. Et finalement, ce que l'on observe depuis un peu plus de 2 siècles, c'est 2 évolutions majeures. Des distances qui sont de plus en plus importantes. On peut échanger en 1905 à 1,5 km d'intervalle, maintenant d'un peu partout sur la planète. Techniquement, cela ne poserait pas de problème. Mais également des transmissions d'informations qui se veulent plus complexes. On avait d'abord des échanges avec la voix quand cela concernait la téléphonie. On en est maintenant à de la vidéo sonorisée avec des outils biomédicaux qui peuvent permettre de prendre des tensions. Donc on voit ces évolutions en tout cas du périmètre de l'activité de la télémédecine. Donc en France, on est très fort pour les lois, hein, donc il y a un cadre juridique forcément qui encadre tout ça. Ah bah sinon, Il doit être abondant sûrement. Et justement, c'est probablement pas fini. le cadre juridique de la télémédecine est justement a assez peu évolué. On l'a dit, la télémédecine, de manière assez large, existe depuis près de 2 siècles, mais la première fois que le cadre juridique français a parlé de la télémédecine, c'était en 2004, dans une loi relative à l'assurance maladie. Plus précisément, la première définition a moins de 10 ans, puisqu'elle date de 2009, et elle a été considérée dans la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, comme une pratique médicale à distance mobilisant des technologies de l'information et de la communication. Avant 2009, aucun cadre juridique à la télémédecine, ce qui peut nous paraître aujourd'hui assez incroyable. Mais il est probable que ça va progressivement arriver, ces textes de loi. Tout à fait. En 2010, un premier décret est arrivé pour définir 5 actes de télémédecine. La téléconsultation d'une part, la téléexpertise, la téléassistance médicale, la télésurveillance et la régulation médicale. Nous allons vous détailler ces 5 actes maintenant. Alors donc, Christine, on va passer au côté un petit peu plus clinique de très ces, clinique, ces méthodes. Donc la télémédecine, comme l'a dit le Ronan, on pense tout de suite à la téléconsultation. Donc certains parmi vous y participent déjà. La définition même, c'est l'idée d'avoir une consultation à distance
par un professionnel médical. Et ça signifie bien un contact direct, le patient et le médecin se parlent entre le patient et le médecin, c'est un acte médical, une action synchrone. Et puis le professionnel de santé, donc le médecin, va à l'issue de cette consultation établir un diagnostic et parfois faire une prescription. Donc on a des exemples qui sont assez maintenant connus et fréquents. On pense, et on en reparlera après, puisqu'on l'a fait en région, on pense à l'accident vasculaire, on pense aux consultations de dermatologie, par exemple, pour des détenus ou pas, dans d'autres circonstances libérales, en psychiatrie, et on en parlait tout à l'heure, il y a même des travaux qui montrent que dans certaines pathologies psychiatriques, une consultation, une téléconsultation donne de très bons résultats par rapport à une consultation qui serait duale et avec présence médicale. Comment les patients prennent en compte cette nouvelle modalité de communication avec leur médecin? Est-ce que ça passe bien je crois qu'on a... Les enquêtes, en fait, montrent que contrairement à l'idée qu'on en a, l'acceptation est plutôt très favorable des patients. Dans le cadre d'une étude qu'on a menée, sur 500 patients qui ont été pris en charge en dermatologie, nous n'avons eu que 5 patients qui soit n'ont pas apprécié les modalités, soit n'ont pas suivi l'acte de télémédecine jusqu'au bout. Mais on le voit bien, du moment que quand le praticien propose un acte de télémédecine, généralement il est toujours suivi par son patient. Quel que soit l'âge, la génération du patient, parce qu'on peut imaginer que les plus jeunes, là, qui sont habitués à la... Je dirais même au contraire, les personnes âgées, parfois dans des territoires un peu plus isolés, à qui on propose d'avoir accès à un spécialiste médical dans les 24 heures ou dans les 48 heures, la plupart sont vraiment heureux, se sentent mieux pris en charge, se sentent plus écoutés et savent qu'ils ont un suivi qui leur est permis par un spécialiste. D'accord. Et du côté des professionnels de santé, l'accueil par rapport à ces nouvelles méthodes, c'est plutôt favorable aussi? C'est très favorable. Alors, beaucoup d'études tendent à nous dire que les professionnels ne sont pas forcément aguerris ou ne souhaitent pas des nouvelles technologies. Il faut savoir de quoi on parle. On ne veut pas d'une nouvelle technologie si elle n'est pas sécurisante. On n'en veut pas si elle est chronophage dans notre activité. Que le professionnel soit médecin, infirmier, qu'il soit libéral ou hospitalier. Le but, c'est d'avoir des outils faciles et rapides à utiliser. Du moment que ces conditions sont réunies, que la rémunération convient pour le temps passé pour une activité, on a assez peu de refus des praticiens. D'accord. Et concernant les patients, je crois qu'il faut le dire aussi, il y a le plus souvent la présence d'un professionnel de santé à côté. Ils ne sont pas seuls. Voilà, ils ne sont pas seuls. Quoique, on pourra en reparler, mais pour l'instant, non, ils ne sont pas seuls face à l'écran. Tout à fait. Alors ça, c'était la première façon de faire, et puis il y a d'autres choses. Alors la téléexpertise, donc la téléexpertise est connue, et vous parliez tout à l'heure du smartphone. Donc là, la téléexpertise, c'est l'idée ça n'est plus synchrone, c'est-à-dire que le professionnel médical sollicite à distance d'autres professionnels médicaux pour avoir une expertise par rapport à une situation donnée, et ça peut se faire complètement décalé dans le temps, ce qui fait qu'il n'y a pas d'acte médical frontal avec le patient. Il n'y a pas le médecin et le patient ne se parlent pas, et c'est bien des actes à distance. C'est ce qu'on fait par exemple, et depuis cette fois-ci très longtemps, j'ai envie de dire depuis le siècle dernier, sur des envois d'images pour la neurochirurgie et la télémédecine, la téléexpertise. Dans notre région, a commencé d'ailleurs par les envois de scanners pour avoir des avis neurochirurgicaux. Alors quelque chose qui est un peu à cheval entre la précédente et celle-ci, c'est-à-dire la téléconsultation, téléexpertise, est-ce qu'il est possible techniquement d'avoir un médecin qui est généraliste par exemple, qui voit un patient et puis qui en même temps en téléconsultation et qui va solliciter un autre avis? Donc, si c'est prévu, on va en reparler après, si c'est cadré. Prévu et c'est ça. Voilà, dans un vrai réseau qui n'est pas une expérimentation. Enfin voilà, clairement. La question est vraiment d'avoir prévu des organisations. Voilà. Tous les professionnels de santé, médecins ou infirmiers, comme le dit très bien Sébastien dans son message, peuvent réaliser des demandes de télémédecine. Il n'y a aucune difficulté du moment qu'on est dans un protocole de coopération, que les professionnels ont contractualisé, ont informé l'agence régionale de santé qu'ils réalisent des activités télémédecine. Il n'y a plus aucune limite, si ce n'est la limite de l'organisation entre le demandeur et l'expert. C'est d'ailleurs, je vois que en médecine générale aussi, oui, bien évidemment. Et tout cela est, comme vous le disiez, prévu, organisé en réseau. Ça ne s'improvise pas. On ne va pas improviser une téléexpertise.
D'accord, donc on a aussi donc, les deux autres modalités qui sont téléassistance. Alors la téléassistance médicale, bon ça c'est très, là encore, il y a eu des actes chirurgicaux faits à distance, hein, donc le professionnel médical qui assiste à distance un autre professionnel de santé, et on a tout à fait dans le cadre des plaies, etc., on peut parfaitement avoir, et c'est ce qui s'est passé également en région, avec les infirmiers, des actes qui soient dirigés pratiquement à distance pour tel ou tel souci. Puis la télésurveillance, là on le connaît bien, c'est l'idée d'avoir, et c'est quelque chose qui prend toute son importance maintenant, on en reparlera dans le cadre du maintien à domicile et dans les cas des structures médico-sociales, oui, de tout ce qui est hospitalisation à domicile, maladie chronique, c'est l'idée de pouvoir interpréter à distance des données qui sont recueillis dans le lieu de vie, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient dans une structure particulière, mais là encore de façon extrêmement encadrée. À propos de médico-social, on sait que dans les EHPAD et dans ces structures, il y a peu de professionnels de santé, souvent la nuit, il n'y a même pas d'infirmières parfois. Est-ce qu'il y a eu des expériences de télémédecine justement Oui, il y en a avec beaucoup. ces secteurs-là? On sait que les EHPAD, c'est un des principaux viviers en tout cas de demandeurs, parce que c'est des publics qui sont d'une certaine manière captifs, qui ont des difficultés de déplacement ou dont le déplacement coûte très cher. On sait qu'il y a des besoins médicaux qui sont extrêmement importants et dans beaucoup d'EHPAD, il y a des énormes difficultés de déplacement et d'accès aux professionnels de santé. Donc on a accès, et notamment dans certaines spécialités qui sont connues et reconnues pour pouvoir réaliser des avis en téléexpertise ou en téléconsultation, c'est notamment la gériatrie, la psychogériatrie, la dermatologie pour des plaies ou pour des ulcères, et doucement mais petit à petit également la médecine générale. Certains médecins coordonnateurs dans des départements un peu isolés qui ont une demi-heure de route à faire pour aller voir un ou deux patients parfois, viennent nous voir et nous disent est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des modalités de suivi par téléconsultation qui nous permettraient d'éviter des déplacements. À savoir que le cadre financier jusqu'alors n'était pas forcément bordé, ce qui ne facilitait pas les démarches. Depuis à peu près 6 mois, il y a un cadre juridique qui fixe assez bien les modalités de rémunération, tant pour les experts que pour les EHPAD, qui va permettre de faciliter un déploiement assez fort dans les prochains mois et années. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a expérimenté en région, dans le cas de l'urgence cette fois-ci, le fait de pouvoir avoir l'envoi de paramètres des patients qui n'allaient pas bien, mais également une téléconsultation possible en urgence au SAMU. Ce qui évite souvent l'hospitalisation. Alors, on pensait que ça pourrait éviter l'hospitalisation. Pour l'instant, ça demande à être poursuivi. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'envoi d'ambulance est de toute façon cette fois-ci... il n'y a plus de débat, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où on a l'envoi de paramètres, où on voit ce qui est en train de se passer, on ne se pose plus la question est-ce que j'envoie une ambulance, est-ce que j'en envoie pas. On se rend compte que nos décisions en régulation médicale sont tout à fait légitimes. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on ait... On a une petite remarque là, de Sébastien qui nous parle du SAMU de Paris. Est-ce que vous connaissez cette expérience? Je connais l'expérience à Limoges, à Paris. À Paris, pas particulièrement. Pas spécialement. Et Sébastien pourra nous écrire. Pourrez-vous nous compléter un petit peu sur le SAMU de Paris. Et donc oui, ce que j'allais dire par contre, et on y reviendra après, c'est que la télémédecine a permis par contre la véritable création de réseaux et le fait qu'on a complètement amélioré nos communications avec les EHPAD, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un champ qui est intéressant parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'hospitalisations qui sont le fait de problématiques qui se situent en EHPAD la nuit, le week-end, alors qu'on n'a pas un praticien qui peut diagnostiquer si c'est urgent ou pas urgent et s'il faut temporiser. Si on peut temporiser ou pas. Et puis on arrive au dernier point de la télémédecine, c'est la régulation médicale. Puisque finalement la régulation médicale, c'est de la télémédecine, est reconnue comme telle, avec tout ce qui s'y rapporte, je ne vais pas détailler puisque c'est l'appel au 15, sinon quand même qu'il y a eu des recommandations HAS, donc par la Haute Autorité de Santé, sur les modalités de prise en charge, et que si on peut avoir l'autre pouf suivante, c'est celle-ci. Voilà. Et que, je vous le dis tout de suite, et que dans l'autre recommandation de l'HAS, il est tout ce qui est
prescription par téléphone a été encadrée, puisqu'on a la possibilité maintenant de faire des prescriptions par téléphone en envoyant des ordonnances pour que il puisse y avoir justement une possibilité de prescrire sans avoir un envoi de médecin, et c'est ce qui se fait essentiellement par nos collègues médecins généralistes qui règlent avec nous dans le cadre du 15. Alors ce que nous précisait donc Sébastien, c'est l'envoi de données finalement telles que le CG. Ah oui, non, ça c'est très ancien. Alors vous avez raison, Sébastien. L'envoi de CG dans les SAMU a plus de 15 ans maintenant. Et donc on reçoit effectivement de façon très classique cette fois-ci les électrocardiogrammes. Peut-être que sur le plan technique, on peut dire qu'actuellement il y a d'énormes avancées dans le cadre des envois de CG, puisqu'il existe des vestes qui peuvent être mises par les ambulanciers sans du tout se poser la question de l'endroit où on met les patchs et des électrodes pour avoir des ECG de très bonne qualité. Donc effectivement, vous avez raison. Alors, on va avancer un petit peu sur la mise en œuvre à la fois réglementaire et technique. Tout à fait. On revient un petit peu sur la réglementation. Tout à fait. Le cadre juridique français, non ? On le disait donc, en 2010, les 5 actes de télémédecine ont été définis par décret. Les 5 actes viennent de vous être expliqués: téléexpertise, téléconsultation, régulation, télésurveillance. À présent, qu'est-ce qui existe dans le droit commun aujourd'hui pour un praticien qui souhaiterait réaliser de la télémédecine ? Eh bien, en fait, assez peu de choses. 2 actes simplement dans le droit commun. D'une part, la téléexpertise pour la rétinopathie diabétique, pour permettre la lecture en couleur sans la présence du patient d'un élément envoyé par rétinographie. Cela concerne donc des relations entre d'un côté un orthoptiste et de l'autre un ophtalmo. Le deuxième élément un peu plus récent du 1er mars 2017, c'est le fait de permettre, et on en discutait justement à l'instant, à ce qu'il puisse y avoir de la téléexpertise ou de la téléconsultation entre un EHPAD et un médecin généraliste. La téléexpertise, donc on le disait, c'est l'envoi par exemple de clichés ou de photos ou de vidéos avec un avis rendu en différé. La téléexpertise est possible entre le nouveau médecin traitant d'un patient qui peut solliciter l'ancien médecin traitant du patient. La deuxième configuration qui a été permise dans le droit commun, c'est la téléconsultation entre un médecin traitant et un EHPAD. C'est ce que nous expliquions à l'instant, pour permettre à des médecins qui pourraient être en même temps médecins coordonnateurs d'éviter de se déplacer parfois dans des EHPAD situés à plus d'une demi-heure de route pour eux, et donc d'optimiser le temps médical qui manque sur nos territoires. Voilà pour ce qui existe aujourd'hui dans le droit commun. C'est encadré par le droit. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il y a... Quelles sont un peu les dispositions du droit par rapport à ça ? Quelles problématiques peuvent se poser par rapport à ça ? En réalité, aujourd'hui, on a assez peu de retours d'expérience dans la mesure où ce sont des dossiers qui sont encore assez novateurs. Les technologies ont été fixées assez récemment. L'assurance maladie a fixé les niveaux de rémunération simplement en mars 2017, ce qui fait qu'on a un retour d'expérience qui est assez mitigé et peu de recul en matière d'évaluation. Ce qui veut donc dire que jusque très récemment, nous n'étions pas dans le cadre d'un droit commun permettant à développer facilement l'activité de télémédecine, mais on était exclusivement dans de l'expérimentation, avec 2 types d'expérimentation. Jusqu'aux années 2010, des expérimentations plutôt régionales, donc à la discrétion des agences régionales de santé, qui décidaient dans un endroit ou dans un autre de financer un projet ou un autre. Et enfin, des expérimentations depuis 3 ans dans le cadre national. C'est la slide suivante. Donc là, on a ce fameux projet voilà, qui s'appelle tout à fait. ETAP. Un programme national qui s'appelle ETAP et qui permet de fixer des modalités de rémunération à titre expérimental dans le cadre de la téléconsultation et de la téléexpertise, mais également qui donne des cahiers des charges en fixant des niveaux de rémunération pour la télésurveillance. 5 cahiers des charges ont été sortis. La télésurveillance pour l'insuffisance rénale chronique, pour l'insuffisance cardiaque chronique et pour l'insuffisance respiratoire. 2 sont arrivés en novembre 2017 pour le diabète et pour les porteurs de prothèses cardiaques implantables. À noter que dans ce cadre, plusieurs acteurs sont indemnisés. L'industriel qui fournit le matériel auprès du patient, le télémédecin qui va assurer la surveillance au continu du patient dans des délais de 6 mois, et également le professionnel de santé qui réalisera l'accompagnement thérapeutique du patient pour l'aider à mieux prendre en charge sa maladie. Enfin, le dernier élément qui était manquant, nous en parlions, c'était le fait que les sites demandeurs, quand je dis site demandeur, c'est par exemple l'EHPAD, c'est par exemple au sein d'une EMSP l'infirmier ou le médecin généraliste, n'étaient pas indemnisés pour l'activité de télémédecine lorsqu'ils faisaient une demande. Ce qui posait des problèmes quand vous avez du matériel qui est parfois onéreux à acheter, de vous dire mais je ne peux pas m'équiper si on ne m'en donne pas les moyens. Un arrêté du 10 juillet 2017 permet maintenant
à des EHPAD ou à des structures d'exercice regroupées de pouvoir s'équiper et d'être financièrement aidés à hauteur de 28 000 € pour bénéficier d'une solution de télémédecine dans leur structure. Et enfin, le dernier élément que nous attendons, on en parle beaucoup ces dernières semaines, c'est que l'ouverture des négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants médicaux pour permettre d'inscrire la télémédecine dans le droit commun en donnant un cadre juridique et financier plus clair pour la télémédecine qui permettra très largement de faciliter son déploiement dans les prochaines années. Donc un nouvel ordre pour la télémédecine. Donc, on espère. Voilà. Je vois que ça porte beaucoup sur les maladies chroniques. En fait, il y a un réel avantage pour tout ce qui est maladies chroniques et suivi de maladies chroniques. Ah, oui. On espère au moins, en tout cas les pouvoirs publics espèrent au moins une diminution de 10% de tout ce qui est hospitalisation si le patient peut réaliser à son domicile un suivi. C'est des économies, c'est des économies d'échelle très importantes. On est dans une prédiction là en Tout plus, à fait. Alors bon, tout ça c'est vraiment, donc il y a quand même quelques conditions de mise en œuvre nécessaires. Alors, les conditions sont assez simples, hein. C'est déjà la base, c'est le consentement qui est libre et éclairé du patient, et essentiellement d'ailleurs pour la téléconsultation. Oui. Un professionnel de santé peut tout à fait envoyer un dossier médical dans le cadre d'une téléexpertise sans forcément avoir le consentement immédiat du patient. C'est le cas, mais il doit être informé après. C'est le cas par exemple quand on envoyait et quand on envoie toujours des images scanographiques pour tel ou tel problème. On ne va pas demander au patient immédiatement de l'accord pour envoyer ces images. Par contre, évidemment, dès l'instant où il y a une téléconsultation et une téléexpertise programmé, j'ai envie de dire, dans ce cas, il y a un consentement qui est libre et éclairé. Il a le droit, d'ailleurs, de revenir sur ce consentement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une petite précision, dans le cadre de projets que nous avons pu mener, on a contacté le Conseil national de l'ordre des médecins sur des éléments déontologiques en demandant est-ce qu'un consentement du patient qui serait coché par une case sur un smartphone en disant le patient a rendu son consentement est suffisant. La réponse du Conseil de l'ordre, pour l'instant, est très prudente. Il préconise, quand on veut réaliser un acte de télémédecine, d'avoir le consentement écrit et signé de la main du patient. Juridiquement, nous ne savons pas si ça a nécessairement une valeur d'avoir cette double validation et sur plateforme et en version papier, mais en tout cas, c'est dans les préconisations faites jusqu'à aujourd'hui par le Conseil de l'ordre, tant que la télémédecine n'était pas encore suffisamment entrée dans les mœurs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la situation du patient, c'est pas forcément une valeur juridique, je pense, mais c'est pour éviter peut-être que les choses soient cochées automatiquement. Oui, c'est ça, par l'application. Oui, par l'application elle-même, oui, sans doute. Alors évidemment, l'identification des acteurs de l'ordre et la formation, on viendra dessus, mais le côté formation pour pouvoir faire de la télémédecine est totalement essentiel. Et puis, un dossier médical qui soit renseigné avec, c'est très classique, hein, le compte-rendu de l'acte, les prescriptions médicamenteuses, les identités, la date, bref, une traçabilité, y compris d'ailleurs des incidents si tant est qu'il y en ait. Donc ce sont les conditions de mise en œuvre de la télémédecine. Et à ce propos, le Conseil national de l'ordre, en 2014, et donc qui est tout à fait accessible par Internet, on peut le télécharger sans problème, c'est le vade-mecum de la télémédecine, avec un certain nombre de faits, et en particulier, on en a extrait 3, c'est évidemment le respect du secret professionnel et de la confidentialité des données personnelles. Le médecin qui est joint à distance peut avoir la possibilité d'échanger en direct avec le médecin de proximité, c'est ce qui est écrit puisqu'on parle de télémédecine et que c'est le Conseil de l'ordre, mais c'est évidemment la même chose lorsqu'on a un infirmier qui est en train de réaliser un acte. On doit pouvoir avoir par téléphone, par un autre moyen en tout cas, la possibilité d'être joint. Et puis, dernier point, le médecin qui pratique la télémédecine doit vérifier qu'il est bien assuré à ce titre, et le Conseil de l'ordre insiste sur l'idée que le médecin doit être assuré. Tout à fait. On vous recommande d'ailleurs très fortement, si jamais vous voulez réaliser des activités de télémédecine dans les prochains mois, c'est de télécharger, on en trouve sur beaucoup de sites, mais un formulaire type de déclaration auprès de votre assurance professionnelle. C'est extrêmement important en matière de couverture. Sachez que jusqu'alors, en tout cas nous, pour les plus de 100 médecins qui participent à des activités de télémédecine, il n'y a eu aucun surcoût du point de vue de leur assurance, mais en revanche, vous avez l'obligation, certainement juridique également si vous deviez avoir un procès, d'avoir fait une déclaration d'activité de télémédecine auprès de votre assurance professionnelle. C'est vraiment fondamental.
On va vérifier, je vois qu'on a une demande sur l'ordre des infirmiers. Un point en tout cas qui ne souffre pas de... C'est ce que vient de dire Ronan, c'est ce qui est valable pour le médecin en termes d'assurance, est évidemment valable pour l'infirmier en termes d'assurance. Tout à fait. On pourrait d'ailleurs préciser concernant les infirmiers il y a eu quelques difficultés, quelques flottements de la loi. C'est-à-dire que, hors le cas d'article 51 de protocole de coopération qui permet de déléguer des tâches d'un médecin à un infirmier, l'envoi de photos par un infirmier, par exemple, à un médecin ne sera pas considéré comme de la télémédecine. Puisque de la télémédecine, en tout cas en téléexpertise, on considère que c'est l'envoi de documents d'un médecin vers un autre médecin, sauf cas article 51 protocole de coopération. Donc c'est vrai qu'il y a un peu moins d'infirmiers impliqués dans les projets de télémédecine, ce qui fait que nous n'avons peut-être pas d'avis aussi formel de la part du Conseil de l'ordre des infirmiers que nous avons pu en avoir du Conseil de l'ordre des médecins. Vous avez une idée sur le fait que au niveau assurance, il y a des choses qui sont un peu cadrées sur l'assurance des médecins qui font de la télémédecine? Écoutez, sur l'assurance, alors moi je vais parler des médecins qui font de la régulation médicale depuis toujours. Comme le disait Ronan, on le déclare et il n'y a pas de surcoût, sinon que dès l'instant où on a un incident et on appelle à l'assurance, la première chose que regarde l'assurance, c'est si on avait bien déclaré le fait que nous faisions de la régulation médicale. On peut imaginer que c'est strictement la même chose. Donc je vois que pour les médecins exerçant en établissement de santé, je suis médecin hospitalier et j'ai quand même déclaré la régulation médicale. Voilà. Et de la même manière, si vous êtes médecin exerçant au sein d'une clinique, vous aurez la même déclaration à faire auprès de votre assurance, bien sûr. D'accord, donc c'est une précaution de prudence. C'est une précaution de prudence puisqu'on peut être, y compris en établissement de santé, attaqué entre guillemets, en tout cas mis en cause à titre tout à fait personnel et hors responsabilité de l'établissement dans lequel on pratique. Alors on a fait pas mal de tours déjà, mais alors on a un petit peu parlé tout à l'heure sur la nécessité de mettre en place cette télémédecine au regard de la démographie médicale et de la couverture au niveau national. Donc vous allez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux. Donc, oui. Les enjeux, je pense qu'on les a tous en tête. Si on dit le vieillissement de la population et le système de soins en ce moment, on comprend bien et l'actualité nous prouve quotidiennement qu'on arrive au bout d'un système de soins et qu'il faut absolument avoir le virage qui convient. Deuxièmement, de fait, une augmentation des maladies chroniques puisque on arrive aujourd'hui, grâce à la prévention, à reculer les barrières, enfin les limites. Il n'empêche qu'on a donc cette augmentation de maladies chroniques avec on le dira après, mais enfin toute une gestion de prévention quand même sur l'aggravation de ces maladies. Et en cela, la télémédecine, c'est pour ça d'ailleurs que l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance respiratoire ont été prises en exemple et tout de suite mis en avant par le ministère de la Santé. L'augmentation des dépenses de santé, je ne reviendrai pas. Et puis, un point qui nous touche particulièrement dans les Hauts-de-France, ce sont les déserts médicaux, puisque nous sommes en bas de l'échelle. La démographie médicale, grossièrement en termes de médecine générale, est de 300 médecins pour 100 000 habitants. En Hauts-de-France, dans les régions des Hauts-de-France, on en est à 238. Donc on est vraiment très loin de la moyenne nationale. Ce qui explique d'ailleurs qu'il a fallu qu'on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on ait une équité d'accès aux soins malgré ces déserts médicaux. Donc vous avez retrouvé en pointe sur ces sujets par nécessité en fait. Oh, la nécessité fait loi. On préférerait pas parfois. Ça ne règle pas tout quand même. Hein. Ça pallie, mais ça ne règle pas tout. Je crois qu'il faut quand même le dire. Et donc pour cela, l'intérêt de la télémédecine, c'est justement de se dire qu'on va essayer d'avoir le plus possible cet accès universel à une qualité de prise en charge. Et c'est ce que disait Ronan tout à l'heure, c'est que pour les personnes en ruralité, le fait de pouvoir imaginer et d'avoir comme exemple, d'avoir une téléconsultation avec un spécialiste, ou savoir que les parents qui sont en EHPAD vont pouvoir avoir une téléconsultation avec le médecin généraliste, etc., rassure quand même beaucoup et permet d'accepter ce nouveau type de médecine. Et puis, on est quand même bien dans l'autonomisation, dans la gestion de la dépendance, sur la diapo suivante, Marie-Christine. Et donc, on est dans le maintien à domicile le plus possible. Et bien évidemment, la télémédecine peut nous permettre d'atteindre cet objectif
on en parlait aussi sur les maladies chroniques, le fait d'avoir cette télésurveillance, le fait de pouvoir, et on va aller jusqu'aux objets connectés, bien évidemment, dans la e-santé, on va pouvoir agir, et on le sait, ça a déjà été montré, on peut prévenir des complications. C'est vrai qu'en gestion de risque, on est souvent, enfin, ce qui est important, c'est d'identifier précocement finalement les complications, parce que les événements, malheureusement, indésirables, ça arrive, mais récupérer la complication précocement, ça permet d'améliorer le système. Tout à fait. Et quand on parle d'ailleurs d'outils biomédicaux ou d'outils pouvant servir à assurer la surveillance, toujours faire attention. C'est vrai que les projets, qu'ils soient régionaux ou nationaux, nous amènent toujours à nous dire mais les délais sont longs pour être mis en œuvre, il y a peu d'outils qui aujourd'hui sont validés. Attention tout de même, il y a aujourd'hui beaucoup de nouveaux outils de la M-santé, comme on l'appelle de manière moderne. Peu ont reçu des validations médicales de qualité suffisante. Peu, parfois, on ne sait pas toujours où les données médicales vont être envoyées et où est-ce qu'elles sont logées. Donc attention à toujours bien également vérifier la provenance des logiciels professionnels ou des outils biomédicaux que vous allez vouloir utiliser. Alors, il y avait des priorités nationales. Donc, Oui, on en a parlé. Donc il y a 5 priorités nationales qui se sont dégagées. Tout ce qui est imagerie médicale, ça c'est vraiment la plus ancienne, celle-ci est vraiment... Sur les accidents vasculaires cérébraux, il y a des réseaux qui existent maintenant avec des consultations à distance et dans le cadre de l'urgence, avec des thrombolyses qui peuvent se faire à distance et sans présence de neurologue sur place et par les médecins urgentistes. Tout ce qui est santé des détenus, où finalement on arrive maintenant à avoir des téléconsultations, que ce soit d'ailleurs en dermatologie comme en psychiatrie, ce qui évite, et on le comprend bien, d'avoir à faire des sorties d'écrou des détenus. Les maladies chroniques, on en a parlé, et puis on en a parlé également, les soins en structure médico-sociale et en HAD. C'est ça. Une petite précision peut-être à apporter sur le contexte. Pourquoi on voit que dans les expérimentations, il y a finalement une ouverture qui est assez forte sur la ville, sur les EHPAD en particulier? C'est parce que jusqu'au début des années 2010 environ, le ministère de la Santé avait noté que 53% des projets étaient exclusivement hospitaliers, que 96% des projets concernaient au moins un établissement de santé et que seuls 30% des projets impliquaient le secteur ambulatoire. Or, on sait qu'une grande partie des besoins que pourrait couvrir la télémédecine concerne des patients qui sont en ville ou qui sont en établissement. Et donc, la volonté du ministère depuis 2014 a été de vouloir faciliter, en tout cas, le déploiement de la télémédecine auprès de la ville entendue au sens large, non pas uniquement libérale, mais territoire de proximité. D'accord. Donc, on peut imaginer que peut-être demain, le patient sera chez lui et pourra consulter son médecin de chez lui. Ah, pourquoi pas? Alors on pourra se poser les questions des facteurs humains après. On y reviendra. On y reviendra. mais ceci étant, je pense que la présence, nos deux, enfin qu'on soit là tous les deux, Ronan au titre de l'URPS et moi plutôt hospitalière, c'est bien l'idée que la télémédecine, ça implique tous les acteurs en santé et que le ministère de la Santé maintenant est tout à fait clair sur ces sujets. Il l'était toujours, mais on a pu cadrer beaucoup plus facilement et se mettre en réseau. C'est de faire attention à ne pas créer des filières qui viendraient casser des habitudes de travail existantes. Finalement, on regarde dans les projets de télémédecine, par exemple, si vous voyez un médecin traitant qui demain va demander l'avis d'un médecin vasculaire ou d'un autre professionnel, dans les expérimentations qu'on mène en région, alors que le médecin a le libre choix de l'expert qu'il veut choisir, qui pourrait être à Lille, qui pourrait être à Amiens, on voit toujours qu'il y a la logique de proximité, pour une raison assez simple. C'est que je demande un avis, par exemple, en téléexpertise à un médecin vasculaire. Si j'ai besoin d'une prise en charge rapide, si j'ai demandé l'avis d'un praticien qui exerce près, il va me prendre mon patient plus rapidement. Et donc, il y a vraiment cette nécessité, avec cette dichotomie assez drôle, d'une sorte de télémédecine de proximité, finalement. C'est vrai. C'est vraiment ce qu'on pourrait imaginer qu'ils auront le dialogue. En fait, au contraire, les gens ont besoin d'être en réseau, mais dans un réseau de proximité. Oui, tout à fait. D'accord. Je pose la question de la télémédecine à domicile, parce que on a tous entendu parler de ces cabines où on rentre et où on fait tout. Oui, je sais pas alors, si vous en parlez après. On va en reparler. Ça fera partie de l'ouverture. Alors, on a bien compris que vous étiez un territoire un peu novateur, et donc vous allez nous parler un petit peu de votre expérience régionale. Oui. Alors, en région, il y a quelque chose d'un peu particulier. Nous avons ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public qui s'appelle Santé Numérique, anciennement GCS Santé Picardie, qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ARS. C'est-à-dire, pour éviter un jargon technicien, c'est une structure avec des ingénieurs en matière de systèmes d'information qui permettent d'avoir une plateforme régionale de télémédecine.
pour éviter finalement que chaque territoire finisse par avoir sa propre solution de télémédecine, où on se retrouverait d'aucune solution à pléthore de solutions sur un territoire. L'ARS a donné des moyens au GCSI Santé pour développer régionalement une solution de télémédecine plurispécialité. Ça s'est fait dans un contexte évidemment d'une part de désertification médicale, ça a été dit en Picardie, où on a vu une augmentation constante des besoins et où finalement il y a eu tout de même une volonté de l'ARS d'aller assez vite sur ces dossiers. D'une part en mettant la télémédecine dans les axes stratégiques du projet territorial de santé, ce qui a facilité quand même l'essor de ces dispositifs. Aujourd'hui, dans le programme régional de télémédecine, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu une volonté qu'on peut considérer en 4 points. Mettre à disposition des professionnels de santé libéraux ou hospitaliers un service régional de télémédecine dans une cohérence régionale en évitant des solutions territoriales, comme ça a été dit. Deuxièmement, de faire évoluer les solutions hétérogènes existantes vers une seule organisation mutualisée pour avoir une solution qui soit techniquement solide et d'éviter des problématiques qu'on pourrait avoir avec des solutions développées en local parfois. Enfin, construire un dispositif qui soit efficient et durable pour couvrir rapidement des besoins professionnels. Et enfin, parce qu'on sait que quand on achète en gros, forcément, on fait des économies d'échelle, naturellement. Et puis ça permet d'avoir des choses qui sont communicantes et qui ne sont pas... Voilà, exactement. C'est tout le problème. En termes de, absolument. Et ce qui permet également, c'est extrêmement important, ça évite également d'avoir une solution de télémédecine pour chaque spécialité. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. En dermatologie, on peut vouloir notre solution de télémédecine en tant qu'expert. Demain, en chirurgie vasculaire, ça peut être la même chose. En pneumologie, c'est pareil. Mais quand on pense derrière au patient ou au professionnel qui va réaliser une demande, il ne va pas pouvoir ouvrir une application pour la dermatologie, ouvrir une application pour la pneumologie et autres. Donc il y a cette nécessité de n'avoir qu'une seule solution qui fasse le maillage. D'où l'explication que sur la plateforme régionale de télémédecine que nous avons en région, nous sommes bien sur un outil qui est multispécialité. Pour la téléconsultation, ça a été dit, pour l'AVC en particulier, pour la chirurgie, pour la chirurgie viscérale, pour la psychiatrie, pour la dialyse, pour la radiologie évidemment quand on pense à l'imagerie, pour de la dermatologie en téléconsultation, en particulier pour le suivi des plaies. On a également des spécialités qui ont été développées en téléexpertise cette fois, c'est-à-dire en médecine différée, pour la neurochirurgie, pour les EEG, pour les trucs du mouvement, pour la dermatologie. On mène par exemple en région une expérimentation de téléexpertise en dermatologie où on a déjà permis de former un peu plus de 100 médecins libéraux à l'usage de la télémédecine. Dans l'année 2018, nous devrions être un peu plus de 400 médecins qui participent. Plus de 600 avis ont été rendus. Et on voit que finalement, surtout, qu'est-ce qu'a permis la téléexpertise ? Ce n'est pas tant d'éviter des consultations, mais c'est de permettre de prendre en charge plus rapidement des patients pour qui on a une suspicion de tumeur. Donc un cancer qui est pris en charge avec 6 mois d'avance, forcément le pronostic vital est bien meilleur. C'est clair. Et nous avons ensuite d'autres usages autres que la téléconsultation et la téléexpertise permis par cette plateforme. Oui, on en a parlé tout à l'heure, donc on a fait des expérimentations avec les EHPAD tels que je vous l'ai dit, et puis hors plateforme Comédie, dans le cadre de la télémédecine, on a actuellement dans la Somme la possibilité d'appeler le 15 sur smartphone avec une application qui est cryptée. J'entends qu'on a l'application sur le smartphone. Quand on appelle le 15 par cette application, les données en santé s'incrémentent dans notre logiciel médical du SAMU, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de réinterroger sur un certain nombre de choses, et on a la possibilité d'envoyer des images, ce qui nous permet, en particulier pour SOS Main, de pouvoir avoir des images et de préparer l'arrivée du patient. Donc on a actuellement des choses qui sont en train d'être mises en place, qui ne passeront pas forcément par la plateforme Comédie, et là de toute façon, dès l'instant où on s'adresse au patient qui est chez lui avec son smartphone, le problème ne se pose pas. Va vraisemblablement être mis en place tout ce qui est tablette, SMUR, etc., mais qui concerne plus le milieu hospitalier. Sur les transmissions d'images, moi je me pose une question, parce que quand on prend une photo, par exemple avec un smartphone, on n'a pas forcément l'échelle de la lésion, etc. Il y a des choses qui sont cadrées pour qu'on puisse oui, avoir... alors en télémédecine, oui. C'est-à-dire que dès l'instant, on en reparlera après, c'est que dès l'instant où on est dans le contexte télémédecine et la plateforme Comédie dont l'a dit Ronan, dont parlait Ronan, là on a de toute façon une nécessité de formation
à la prise de photos. Oui, parce Je veux que dire, c'est- c'est une vraie formation. Tout à fait. En fait, on voit même des évolutions assez importantes. Par exemple, en parlant de dermatologie, on sait que ce qui est important, c'est de pouvoir connaître la taille d'une lésion Tout à fait. en particulier. Alors, deux choses. Jusqu'à récemment, on était avec la lésion où on prenait une réglette pour permettre de donner la taille de la lésion. Maintenant, dans les nouvelles applications de télémédecine, la réglette est auto-intégrée. auto-intégrée. Au moment où vous prenez la photo, vous pouvez mettre option réglette qui permet de mesurer la taille également. Les évolutions sont donc en cours et tout Parce qu'il y cela a va la se taille, mais développer. il y a aussi le relief. Tout à fait. Et parce qu'il y a des nouvelles technologies qui avancent, là, sur la Oui. réalité augmentée, la 3D. Vous tout êtes ça. en train de parler d'après-demain, Marie-Christine. Donc, on peut imaginer que ça évolue vers ça. Ça évoluera vraisemblablement, mais j'insiste beaucoup sur le fait que une formation en télémédecine, c'est obligatoire, et la bonne photo, et en Oui. particulier en dermato, La oui. perception, c'est Alors, important. je parlais du smartphone et de la photographie de la plaie. Bien évidemment, comme on l'a, ça veut dire qu'on peut donner des conseils à celui qui est en train de prendre la photo, mais là, il s'agit de assez grossier, je dirais, puisque c'est le smartphone, pour savoir si oui ou non on l'oriente vers SOS main joie. Est-ce qu'on pousse les données dans le DMP? Pour l'instant, non, Sébastien. Alors, elle ne se pousse pas automatiquement. En revanche, le professionnel de santé récupère un PDF généralement qui a été D'accord, généré voilà. quand un Et on avis a peut été rendu, l'associer. et donc libre au professionnel de santé de l'intégrer bien sûr dans le DMP du patient. Donc, après, vous avez donc une couverture assez importante, du coup, dans votre région. Tout à fait. Alors, en termes d'explication, en termes de déploiement, un peu plus de 1500 actes ont été réalisés en matière de téléexpertise ou de téléconsultation. Nous aurions pu avoir une échelle graduelle. On voit qu'en 2011, nous pouvions être à 5 ou 6 actes qui ont été rendus. Et on a vu une accélération ces 2 ou 3 dernières années, avec plus de 1000 actes de télémédecine qui ont été réalisés en réalité sur la dernière année simplement. Des estimations, enfin des comparaisons par rapport à d'autres régions. Je pense que toutes les régions sont à peu près dans des tendances assez similaires. Après, la comparaison serait plutôt à mettre au ratio par habitant. Oui. On est dans une région, en tout cas ex-Picardie, où le nombre d'habitants est assez faible. Donc, ça rend difficile les comparaisons intra-régionales. Vous considérez que pour vous, c'est une bonne implantation ou il y a encore matière à progresser? Je pense qu'en matière de téléexpertise et téléconsultation hors téléradiologie, il y a vraiment un vecteur de progression très important. On le voit par exemple à la slide prochaine avec la téléimagerie et la téléradiologie en particulier, qui a été développée de manière extrêmement forte depuis maintenant plus de 10 ans. Et avec le recul, on voit qu'à présent, plus de 180 000 actes ont été réalisés depuis fin 2011. Il y aura évidemment le même levier dans les autres spécialités que la radiologie dans les prochaines années avec le développement de la télémédecine. D'accord. Donc après, on aimerait bien en savoir un peu plus sur les modalités pratiques finalement de tout ça. Comment est-ce que ça marche? Dis-moi comment ça marche. Tout à fait. Alors, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Alors Voilà. voilà une salle par exemple de téléradiologie où vous avez à droite un écran qui donne accès, Excusez-moi, Je vous en prie. Voilà. comme vous le voyez sur la photo de droite, vous avez l'écran qui donne accès à l'imagerie, et à gauche le télédossier, c'est-à-dire d'une part vos photos pour interpréter, et de l'autre côté la photo avec les données un peu plus cliniques ou les champs que vous allez vouloir remplir en tant que professionnel. Une autre salle de télémédecine cette fois-ci qui ne concerne plus la radiologie. Vous le voyez, 3 écrans cette fois-ci et non plus 2. Sur l'écran de droite, ça vous donne accès à ce que l'on appelle un télédossier qui est ouvert le temps de l'acte, où vous allez avoir dedans des éléments, par exemple d'AVC, d'EEG, de dermatologie, de chirurgie. Vous avez l'écran du milieu qui est un écran, on vous conseille en haute définition pour avoir quand même une vision qui soit meilleure en tant que praticien, où là se fait l'échange visuel avec le patient et le professionnel de santé qui accompagnera le patient. Et enfin à gauche, vous avez un 3e écran que vous pouvez ajouter à votre souhait, où là vous avez la possibilité de mettre des éléments pour partager des photos de biologie, de radiologie ou d'imagerie. Donc à minima, on vous recommande 2 écrans, vous pouvez en avoir 3 ensuite, selon les configurations et selon les projets que vous souhaitez porter. D'où l'importance d'avoir donc des projets avec des acteurs du territoire et d'échanger avec, de créer un projet médical avant de vous lancer dans des activités de télémédecine, c'est essentiel. Vous avez une idée de combien ça coûte pour installer ce genre de Alors, choses? on dit par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de, c'est un mot un peu à la mode, de cabinet de téléconsultation. Un cabinet par exemple de téléconsultation, si vous voulez un full, tout compris, comme le souhaiteraient parfois des industriels, on est aux alentours des 30 à 35 000 euros. D'accord. Simplement pour la solution. Si on enlève certains dispositifs qui peuvent ne pas être essentiels, comme un EEG par exemple, on peut être aux alentours des 15 à 20 000 euros. En fait, est-ce que ce seraient des structures qui seraient mutualisées en fait pour plusieurs praticiens qui pourraient se brancher? C'est l'objectif. l'idée, hein. C'est l'objectif, Ah oui, c'est l'idée. tout à fait.
On peut imaginer demain, par exemple, avoir une salle de télémédecine au sein d'un EHPAD qui permet de couvrir une partie des besoins pour un territoire, d'avoir la même chose au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc ça vaut le coup de faire, de mutualiser. Oui, sachant que par exemple, quand on a fait dans le cadre des EHPAD, c'était une valisette qui était tout à fait transportable, qui était d'ailleurs issue de ce qui se fait sur les bateaux. Et donc, on avait la possibilité de transformer une chambre finalement d'hôpital, d'EHPAD, pardon, pour pouvoir transmettre les données. Donc c'est très variable d'une solution à l'autre. Oui. Là, on est très confort. Il suffit d'une connexion filaire Internet classique. Exactement. Pour prendre un exemple simple également, nous parlions tout à l'heure d'un acte qui est dans le droit commun, qui est la rétinopathie diabétique. Dans le cadre du projet mené en région Hauts-de-France, les orthoptistes ont ce qu'on appelle 10 valises pour permettre de réaliser des examens, qu'ils se partagent entre professionnels d'une ville à l'autre. Donc le matériel peut circuler. Valise, c'est une taille de valise assez vraiment standard. Ok, très bien. Après, on a sur les dispositifs un peu plus simples, mais... Tout à fait, donc là vous le voyez également, une salle de télémédecine un peu plus simplifiée, telle qu'elle peut être implantée au sein d'un EHPAD ou au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle, avec un écran de visio, comme cela a été dit, où vous allez pouvoir être en interaction entre un professionnel de santé, un patient d'un côté et un médecin expert de l'autre, et un autre écran à côté qui permet d'avoir accès aux outils biomédicaux, aux télédossiers, au dossier médical personnel. Donc toujours cette double vision, d'une part le côté visio, de l'autre côté le côté clinique. Alors j'ai des questions de Sébastien là. En termes d'infrastructure réseau chez vous, 4G, fibre, ADSL, c'est confortable ou c'est encore facteur limitant? Ça peut être un facteur. Alors, au sein des établissements, je pense au sein des EHPAD ou au sein des MSP, il y a assez peu de problèmes quand même. En général, ils ont fait en sorte d'être équipés. En revanche, on peut avoir des problèmes pour des infirmiers, par exemple, qui vont au domicile du patient dans des zones où les connexions sont assez mauvaises. Les applications qui sont en train de se développer permettent maintenant à un professionnel en hors ligne, c'est-à-dire qui n'aurait pas de réseau, de compléter l'ensemble des champs. Et dès qu'il retrouvera du réseau, l'ensemble des éléments auront été envoyés. Parce que la couverture, elle n'est pas non plus très égalitaire partout. Hein. Non, mais pas plus. Et en Picardie, entre autres. Alors, si on pense un petit peu, donc la tablette alors. Exactement, une fameuse tablette. Nous parlions beaucoup de téléconsultation jusqu'alors, où on voyait les deux écrans nécessaires pour de la téléconsultation. Vous voyez là un exemple de matériel que peut utiliser un infirmier au domicile du patient lorsqu'elle souhaite prendre une photo d'une plaie ou d'une autre problématique, par tablette, maintenant également par smartphone évidemment, comme cela a été dit dans des expérimentations pour le SAMU, comme c'est mené également en matière de dermatologie, en matière de chirurgie vasculaire. Les nouveaux moyens de communication finalement qu'on a dans la société civile, on les retrouve petit à petit dans le monde médical, avec toujours des applications, qu'elles soient sur tablette ou qu'elles soient sur smartphone, qui doivent nécessairement être sécurisées. Donc c'est une application spécialisée, professionnelle qui pourrait être pas n'importe quoi. Non, voilà. Peut-être que vous allez en parler un peu plus tard dans la conclusion, mais au niveau de la formation des professionnels de santé, ça comporte, c'est quoi la charge pour une formation qui soit deux choses différentes. Par exemple, nous, dans le cadre dans un projet mené où on a un peu plus de 100 médecins qui ont été formés, généralement les formations se divisent en 3 temps. Ça peut durer de 1 à 3 heures, mais on a généralement 3 temps. Un premier temps où on réexplique le cadre législatif et juridique de la télémédecine. Un second temps où on fait une formation aux praticiens sur une prise. Si on parlait tout à l'heure de lésions pour des tumeurs, on fera une formation spécifique avec un dermatologue pour expliquer comment bien prendre en charge, quelles sont les dernières recommandations de bonne pratique. Et enfin, un troisième temps qui est orienté sur comment je prends une photo en contexte de télémédecine. Comment est-ce que j'utilise un outil biomédical en contexte de télémédecine avec des applications pratiques. Tout ça. Oui, sachant qu'on a fait ensemble des formations qui sont parfois un peu plus longues, qui durent une journée, voire 2 journées, dans lesquelles on se met en situation pour justement, on est dans un centre de simulation en plus, donc il y a de réelles mises en situation avec la nécessité aussi de communiquer. On s'est rendu compte d'ailleurs, dans le cadre de ces formations à la télémédecine, que le fait d'être en télémédecine impliquait un mode de communication qui devait être particulier, avec une rigueur, et que cet entraînement à la communication était en soi une formation en elle-même. Vous avez donc 2 temps, vous avez des formations qui peuvent être courtes pour une activité spécifique, qui là peut se régler en 1 à 3 heures, et vous avez des formations plus longues telles que celles proposées par Simu Santé qui durent 2 jours, me semble-t-il, qui permet là d'avoir quelque chose d'un peu plus concret et plus complet sur l'ensemble du champ de la télémédecine. Avec des travaux pratiques. Avec des travaux pratiques, pour les mises en situation. Évidemment. Voilà.
Alors on arrive un petit peu au bout de notre conférence. Donc en conclusion, moi j'avais envie de vous proposer des questions sur finalement l'objet de cette conférence, c'est-à-dire les risques. Est-ce qu'on peut les anticiper, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on peut les anticiper, comment on peut prévoir, et puis un petit peu aussi les facteurs clés de succès, puisque vous avez comme une expérience dans le domaine maintenant. Alors, en matière de risques, on pourrait d'abord parler des risques évidemment techniques liés aux technologies. On entend beaucoup dire que les technologies aujourd'hui sont parfaites et qu'il n'y a plus qu'aux professionnels à s'acculturer finalement. La réalité est quand même un peu plus compliquée que cela. On n'est pas face à des résistances au changement, on est d'un côté entre des professionnels qui doivent muter leur manière de travailler et de l'autre des technologies qui doivent aussi s'adapter aux pratiques des praticiens. Avec des risques qui évidemment concernent les dysfonctionnements de solutions, des manques de fiabilité, des failles de sécurité. C'est pour cela qu'on vous conseille d'utiliser quand même des solutions qui ont reçu des validations ou au moins des cautions de la part de structures régionales ou de structures nationales. Également des risques qui peuvent exister, comme aujourd'hui on le sait avec tout ce qui concerne le big data, sur la protection des données personnelles, des données de santé ou de la confidentialité. Les données personnelles aujourd'hui se monnaient très cher, les données de santé en particulier. Il y a donc une nécessité vraiment d'avoir des dispositifs de sécurisation de la donnée de santé et de savoir quand vous prenez une solution technologique à qui sont envoyées les données technologiques. Vraiment. Est-ce que vous avez, alors au niveau de votre expérimentation régionale, un espèce de webmaster qui s'occupe de superviser tout ça et qui récolte par exemple les dysfonctionnements, les anomalies? Tout à fait. Alors la plateforme régionale dont nous parlions, mais c'est pareil pour les autres solutions de télémédecine, ont bien sûr un relevé d'activité et un service support qui recense chaque problème, qui les classe selon un niveau de graduation et d'importance, et avec un retour qui nous est fait de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, fonction de la gravité, pour nous expliquer quel a été le problème et de quelle manière il a été résolu. C'est indispensable en tout cas. Et vous faites du retour d'expérience vis-à-vis des utilisateurs? Nécessairement. On a toujours en tout cas des réunions entre d'un côté nos structures institutionnelles, ARS, GCS, Santé, de l'autre l'industriel en charge des plateformes de télémédecine, et de l'autre côté, enfin, les utilisateurs finaux qui font leur remontée. C'est de l'interaction, évidemment. Que ça permet de faire progresser le système. Exactement. Il y a une question sur les guidelines, est-ce qu'on en a? Je ne... pas à ma connaissance. Des guidelines sur l'utilisation de la télémédecine, parce que à la question est-ce que la télémédecine est intégrée dans certains guidelines, la réponse est oui. C'est-à-dire que très clairement dans nos... Ah d'accord, au niveau sécurité et confidentialité. J'allais dire que la télémédecine était intégrée dans un certain nombre de recommandations professionnelles dans des sociétés savantes. Alors sur la sécurité, il y a bien sûr des standards nationaux par l'ASIP Santé, mais surtout des standards internationaux qui permettent de donner les manières de fonctionner de manière sécuritaire et confidentielle, c'est évident. De la même manière, on utilise des structures telles que le MIPI, qui sont des structures de sécurisation de l'information, qui ont des très hauts niveaux d'habilitation à la protection des données. D'autres risques? Oui, les autres risques, on voulait insister aussi sur le risque qui sont liés aux facteurs humains. Et l'idée de ne pas se reposer totalement et de mettre toute une organisation à l'inverse sur la télémédecine et de garder un certain nombre de compétences malgré l'apport de la télémédecine. Et on pense en particulier là, en tête sur des décisions qui peuvent être retardées, si effectivement l'envoi du scanner n'est pas possible, si on ne peut pas avoir une téléconsultation pour un problème urgent, eh bien qu'on ait la possibilité immédiate d'avoir en réaction le fait de transporter le patient et de ne plus se poser de questions. Dans le cadre des EHPAD, ça a été le souci à un moment, enfin c'est pas un souci, mais c'était le temps passé à mettre en route la valise et on s'agace par rapport à cette mise en route de la valise alors qu'en fait la personne n'est pas bien et on perd du temps. Donc voilà, il faut à chaque fois garder justement cette notion de clinique. Et puis alors évidemment on parle de vous parliez de la consultation dans la cabine. À un moment, on peut quand même se poser la question de certaines informations qui sont sensorielles au sens du facteur humain, de la proximité du patient et du médecin, qui fait qu'on est en capacité de capter certaines choses très subtiles quand on est en relation duale avec le malade en tête à tête, et qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. On ne sait pas, alors là c'est une grande question, est-ce que ça pourra être complètement gommé? Est-ce qu'un jour, comme vous le disiez, on n'aura plus que des consultations par téléconsultation? Bon, alors après c'est un peu philosophique, ça serait un peu dommage quand même. Justement, ça nous envoie sur l'idée qu'en fait, dans une évolution de la société aussi par rapport à toutes ces nouvelles technologies, donc
Je suppose que la télémédecine fait pas exception. Tout à fait. On voit 3 types d'évolution finalement. On peut se poser les questions sur l'évolution des pratiques professionnelles avec la télémédecine. On voit d'une part que ça crée des nouvelles formes de coopération qui reposent sur des usages des dispositifs techniques. Nouvelles formes de coopération et d'usage, je pense notamment à quelles seront les tâches demain des infirmiers et des médecins généralistes, ou à contrario d'un médecin généraliste avec un expert. Il va y avoir nécessairement une répartition des tâches qui sera repensée de la sorte, et également sur le nouveau rôle du médecin expert, de la personne qui va rendre l'avis, que ce soit en téléexpertise, où on le voit quand un dermatologue rend un avis généralement, ça ne suffit pas nécessairement, mais il a un rôle d'orientation et de programmation, c'est de vous dire dans quel délai ce patient a besoin d'être vu en face à face. C'est un nouveau rôle pour le dermatologue. En matière de téléconsultation, pour l'expert, il y a également ce qu'on appelle un cadrage technique, c'est-à-dire avant vous voyez votre patient de visuel, vous connaissiez les tâches à réaliser, vous preniez vous-même le pouls, vous preniez d'autres mesures. Demain, comment à distance, vous arriverez à déléguer ces tâches en demandant à un professionnel de santé de réaliser certaines activités. C'est vraiment un changement de paradigme pour le professionnel et de réadaptation de sa profession. On a également une modification des organisations, non plus des pratiques, mais des organisations qui existent. La télémédecine à quel prix? C'est quel sera demain le juste financement de la télémédecine? On l'a dit, les négociations conventionnelles ont été ouvertes il y a de cela quelques semaines. La possible également recomposition du rôle des acteurs avec l'essor de la télémédecine. Quel sera le rôle des professionnels de santé de ville? Quels seront également le rôle des établissements de sortie, des établissements de santé avec, on le sait, la volonté de faire sortir plus rapidement le patient? Comment on prend en charge de cette manière? Comment on assure également du suivi post-opératoire ou de la télésurveillance? C'est vraiment un lien qui est à repenser entre la ville, les établissements et les patients qui, on le sait, veulent rester au domicile le plus longtemps possible. Et enfin, demain également, quel est le rôle des assurances et des mutuelles? On a vu AXA et d'autres assurances qui veulent rendre des avis aujourd'hui en direct entre un praticien et un patient depuis son domicile avec une visio simple de type Skype. Jusqu'où est-ce que ça ira et quelles sont les évaluations médicales? Ce sont des questions qui restent posées aujourd'hui. Et puis on a finalement le patient citoyen, et avec des questions qui sont des questions éthiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des questions qui se posent. Aujourd'hui, on se dit, finalement, nous sommes dans une région où il y a des déserts médicaux. Bon, finalement, on trouve des solutions de télémédecine, mais est-ce que c'est pareil que d'avoir accès directement à un spécialiste dans des délais, est-ce que finalement le service rendu est le même? Alors on peut se dire que oui, sinon on n'irait pas en télémédecine, mais quand même éthiquement, la question elle peut se poser avec cette notion de y a-t-il pas une médecine à deux vitesses? Ceux qui ont la chance d'avoir accès aux médecins généralistes ou aux spécialistes sans passer par un écran, et puis ceux qui doivent passer par un écran. On a aussi un aspect éthique sur les objets connectés et la télésurveillance, le droit du patient. À un moment, quand on a des patients qui peuvent être télésurveillés, et on pensait aux patients chroniques et aux patients atteints de maladie d'Alzheimer ou des personnes âgées qui restent à la maison, etc. Comment on a leur consentement? Est-ce que finalement ils sont réellement consentants ou pas? Et donc à chaque fois on a des questions qui peuvent se poser, et quand on travaille sur le numérique et sur les objets connectés, on doit le faire avec ce qui est éthique. Et puis demain, alors une médecine sans médecin, mythe ou réalité, enfin voilà, je suis un peu docteur et j'ai quand même envie de continuer à avoir des liens avec mes patients, oui. Bon, allez, pour terminer, on va peut-être se lister de votre point de vue les facteurs clés de succès de tout ça. On les a sous les yeux. Je pense que ça a été dit, c'est le fait d'avoir des projets qui sont portés par les acteurs en région, de toute spécialité, on l'a dit, et également de toute activité libérale ou hospitalière. La question, c'est vraiment de mener des projets de territoire en lien entre l'ensemble des acteurs. C'est vraiment une condition clé de succès. C'est ensuite évidemment l'accompagnement dans la définition du besoin, dans le pilotage, dans les financements, dans la formation également qui est indispensable pour réaliser de l'activité télémédecine, qui est une nouvelle activité, il faut bien le dire. Également d'avoir un projet médical et organisationnel qui soit clair et partagé par les acteurs, et d'avoir enfin des solutions qui soient surtout simples, ergonomiques et faciles à utiliser pour les professionnels. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et sur l'avenir et sur la suite, on parle des acteurs en région et on pourrait dire des acteurs en santé. Et il y a un acteur en santé qui est indispensable et c'est le patient. Qui est le premier acteur de sa santé. Et demain, dès l'instant où on parle d'objets connectés, etc., la télémédecine de demain, c'est le patient acteur et le patient formé.
S'informer aussi, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et bien, ce sera le mot de la fin. En vous remerciant beaucoup pour cette conférence. Merci Marie-Christine. Merci. Et puis à tous ceux qui ont participé, merci à tous. Merci à tous. Si vous aviez des questions qui vous resteraient et qui viendraient un peu plus tard, n'hésitez pas à nous les poser par contact et puis on essaiera de répondre si vous avez, si on peut. Merci à Merci. tous.